Bienvenue à ce cours Montréal en évolution qui traite de l'histoire des formes urbaines, de l'urbanisme et de l'architecture à Montréal. Il s'agit d'un cours de culture générale qui s'adresse à plusieurs groupes de personnes. D'abord les étudiantes et les étudiants en architecture, en urbanisme, en design, en architecture de paysage, en administration, en génie, bref, toutes ces personnes qui sont en train de se former pour intervenir sur le milieu montréalais. Le cours a pour objectif de les sensibiliser à ce milieu, car Montréal, comme n'importe quelle ville, est un milieu qui mérite le respect. Et pour comprendre ce milieu, pour comprendre son économie, ses structures physiques et sociales et sa culture, il faut comprendre son histoire. D'autant plus que Montréal a une histoire complexe. Sur le continent nord-américain, on peut dire que Montréal est la ville qui a l'histoire peut-être la plus complexe après New York. D'autant plus que Montréal a un patrimoine urbain, architectural, qui compte parmi les plus importants sur ce continent. Donc, a fortiori, le cours s'adresse aux professionnels de l'aménagement, qu'ils travaillent dans les bureaux ou dans les services publics, services municipaux ou gouvernementaux, et qui prennent chaque jour des décisions qui affectent le milieu montréalais, qui affectent le tissu urbain. C'est pour encore les sensibiliser aux caractéristiques et aux vertus, aux qualités de ce milieu. Le cours s'adresse aussi à toutes les autres personnes qui sont intéressées par l'histoire de Montréal, par l'histoire de son architecture ou de son urbanisme, des personnes qui poursuivent un complément de formation ou tout simplement qui sont intéressées par goût à ce sujet montréalais. Donc, il s'agit d'un cours de culture générale qui poursuit des objectifs de sensibilisation et de familiarisation. Nous ne sommes pas dans le domaine de la spécialisation ou encore de la maîtrise du sujet. Donc, un cours de familiarisation. Le cours a 4 objectifs principaux. D'abord, se familiariser avec l'évolution des formes urbaines. L'évolution, le mot évolution est important ici parce que ce que nous constatons, ce que nous observons à Montréal actuellement est le résultat d'un long processus de développement et de transformation. Il faut comprendre ce processus pour comprendre le milieu. Il faut se familiariser comme deuxième objectif avec Montréal comme un cas type d'évolution urbaine. Montréal, vous savez, a connu 3 périodes de développement. Une période pré-industrielle qui va de la fondation en 1642 jusqu'en 1840 à peu près. Une période qu'on appelle industrielle, c'est l'âge d'or de Montréal, c'est la période victorienne qui va plus ou moins de 1840 jusqu'en 1950. Et enfin, une période que j'appelle moi métropolitaine qui commence vers 1950. Alors, ce qui est intéressant avec Montréal, c'est qu'elle connaît une période pré-industrielle significative, suffisamment longue là, pour que ça présente des formes urbaines. D'ailleurs, à l'exception de Québec, qui a été fondée en 1608, vous savez que Montréal est une des grandes villes les plus anciennes sur le continent nord-américain. Vous savez que la Nouvelle-Amsterdam, qui est devenue New York, a été fondée en 1626. Boston a été fondée en 1630 et par la suite Montréal en 1642. Donc, si on comprend bien l'évolution de Montréal, on est susceptible de bien comprendre l'évolution de n'importe quelle ville industrielle sur le continent nord-américain. Troisièmement, se familiariser avec les forces, les influences et les facteurs qui viennent façonner ces formes et cette architecture. Nous allons nous intéresser aux formes urbaines, nous allons nous intéresser à l'architecture, mais pas en elle-même, en autant qu'elles sont le résultat de facteurs et d'influences, et on va essayer de comprendre ces facteurs et ces influences. Et enfin, se familiariser avec l'évolution de l'architecture à Montréal. L'architecture comme un complément aux formes urbaines. Prenons un exemple, le square Saint-Louis à comparer avec le square Dominion que nous appelons maintenant Dorchester. Alors au square Saint-Louis, on dirait que l'architecture met en valeur le square lui-même, les arbres, l'élément de verdure.
Tandis qu'au square de Mian, c'est exactement l'inverse. C'est la forme urbaine elle-même, avec les arbres, qui mettent en valeur les bâtiments. Et chacun de ces bâtiments a une architecture assez splendide, que l'on parle de la gare Windsor, ou de la Sun Life, ou de l'église Marie, Reine du Monde. Et on voit à quel point l'architecture, à ce moment-là, participe au caractère des formes urbaines, donne cette qualité qui est propre à Montréal. Le cours Montréal en évolution cherche à répondre à deux questions principales. Première question, pourquoi Montréal est ce qu'elle est aujourd'hui, du point de vue de l'organisation spatiale, des formes urbaines et de l'architecture. Deuxième question qui en découle, comment ces formes urbaines et cette architecture ont évolué. Pour répondre à ces questions, il faut prendre connaissance des forces, des facteurs et des influences qui ont façonné d'un côté les formes urbaines et de l'autre l'architecture. Car l'organisation spatiale même de la ville, ses formes physiques et son architecture, sont le résultat de l'interrelation de deux catégories de forces, facteurs et influences. Première catégorie que j'appelle d'ordre naturel. Seconde catégorie, d'ordre de la civilisation. Les forces, les facteurs et les influences de l'ordre naturel concernent principalement la géographie. Lorsque l'on parle de géographie, il faut parler de situation géographique. Par exemple, le fait que Montréal soit situé à un carrefour totalement exceptionnel de voies d'eau sur le continent nord-américain a marqué son destin d'une façon presque aussi exceptionnelle. Lorsqu'on parle de géographie, on parle de site. Vous connaissez le site montréalais, marqué par le Mont-Royal. Le Montréal qui sera un facteur d'identité fort important pour les Montréalais, mais qui va contribuer également à structurer physiquement l'agglomération. Ne serait-ce que le Mont-Royal va attirer les institutions de prestige, ainsi que les quartiers huppés tels que le Mille Carrés Dorés et le quartier d'Outremont. Lorsqu'on parle de ressources naturelles, on parle de matériaux que les Montréalais vont aller puiser sur le sol ou dans le sous-sol pour faire la ville. Ainsi, cette brique rouge très caractéristique de Montréal a été prise dans l'argile même du sol montréalais. Même chose pour la pierre grise de Montréal, elle provient du sous-sol calcaire montréalais. En résumé, lorsqu'on parle de géographie, comme on peut le voir sur le tableau à l'écran, on parle de situation géographique, de site géographique, de topographie naturelle, de ressources naturelles, mais il faut parler aussi du climat, car le climat va avoir une influence sur les formes urbaines. Prenons un exemple très montréalais. Les Montréalais ont développé la ville souterraine qui est considérée la plus importante au monde. Si on avait eu un climat moins sévère, il est probable que nous n'aurions pas développé cette ville souterraine. Donc, la géographie concerne l'espace. Et ces facteurs, ces forces, ces influences ont comme caractéristique d'être permanents, ou plus ou moins permanentes. Le climat ne change pas très rapidement, la situation géographique ne change pas, et ceci s'adresse à l'espace. La deuxième catégorie de forces, de facteurs et d'influences concerne la civilisation. Nous parlons de quoi? Nous parlons de forces techno-économiques. La technique, l'économie va influencer les formes urbaines. Prenons un exemple très simple. Lorsqu'apparaît le navire à vapeur et le train à vapeur, cette fameuse situation géographique privilégiée de Montréal est encore plus privilégiée parce qu'on peut naviguer beaucoup plus rapidement sur le Saint-Laurent et le train à vapeur vient compenser pour le gel des voies navigables. Lorsqu'on parle des facteurs de la civilisation, on parle de tout le domaine social. Prenons un autre exemple, la paroisse. La paroisse va jouer un rôle dans l'organisation spatiale de l'agglomération. On va voir lors de la prochaine émission que assez rapidement, tout le territoire de l'île de Montréal va être découpé en paroisses et que plus tard, ces paroisses vont devenir les territoires des villes elles-mêmes. De même, comme vous le savez sûrement, Montréal est découpé en quartiers riches, pauvres, les quartiers qui sont près du Mont-Royal et ceux qui sont près de l'eau, et tout ça reflète le domaine social.
Enfin, lorsqu'on parle de ces facteurs de la civilisation, la culture, évidemment à Montréal, ça va être très très important parce que Montréal a connu un régime français, un régime britannique. Nous sommes maintenant très influencés par les Américains et toutes ces influences britanniques, françaises, américaines et même québécoises vont se retrouver dans les formes urbaines, vont se retrouver dans l'architecture. Mais qu'est-ce qui caractérise ces forces, facteurs et influences de la civilisation? Ce sont des forces et des facteurs qui évoluent rapidement avec le temps. Le social actuellement n'est pas ce qu'il était sous le régime français et l'économie que nous avons n'est sûrement pas celle que nous avions sous le régime français. Donc, ces forces, facteurs et influences concernent le temps. Et là, vous avez les deux dimensions les plus fondamentales d'une ville. Une ville se traduit d'abord dans l'espace, elle se développe dans l'espace et est façonnée par l'espace, mais elle se façonne aussi dans le temps. Donc, retenez espace-temps comme les deux dimensions les plus fondamentales d'une ville et évidemment de Montréal. Le cours Montréal en évolution comprend 13 émissions d'environ 57 minutes chacune. Il est divisé en 3 parties. Première partie, qui comprend 5 émissions, traite de la période pré-industrielle, donc de 1642 à 1840 environ. La première émission sera consacrée à la situation et au site géographique de Montréal, tandis que la deuxième émission traitera de la colonisation de l'île montréalaise. Au cours de la troisième émission, on parlera du développement de la ville sous le régime français, tandis que la quatrième parlera davantage de l'architecture et de l'environnement de cette petite ville sous le régime français. Et enfin, la cinquième émission est consacrée à une période de transition, parce qu'en 1760, comme vous le savez, le Canada devient britannique, mais Montréal ne change pas tellement. Ça va continuer plus ou moins sur la même lancée au point de vue des formes jusqu'en 1840. Et la frontière sera vraiment 1840, donc cinquième émission, période de transition, Montréal 1760, Montréal 1840. La deuxième partie du cours, ça, elle est vraiment très importante. Elle porte sur le Montréal industriel, 1840-1950 environ. On consacre 5 émissions à cette période victorienne, et vous allez le voir, c'est l'âge d'or de Montréal. La sixième émission va parler de l'urbanisation, de l'impact de l'industrie sur le milieu montréalais. La septième émission va parler de l'architecture publique et religieuse. Vous allez voir que c'est absolument magnifique, cette architecture de cette période. Tandis que la huitième émission va parler de l'architecture commerciale, qui est très importante à cette époque-là. Neuvième émission, l'architecture domestique, ce sont les deux opposés, riches et pauvres. Et dixième émission, nous allons nous interroger sur cet héritage victorien, héritage de parcs, de squares, de rues et évidemment d'architecture. Troisième période du cours, 3 émissions, c'est la période métropolitaine qui commence plus ou moins en 1950. 11e émission, caractéristique de ce Montréal métropolitain. 12e émission, ce que j'appelle, moi, les années de rattrapage. Et 13e émission, la période actuelle, période de transition, les années de réappropriation. Il s'agit d'un cours magistral qui vise vraiment la synthèse et vise à faire comprendre cette évolution des formes et de l'architecture. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque période de cours, ce sont des exposés capsules. Nous avons essayé de le rendre le plus vivant possible en prenant évidemment cette ville qui est magnifique, qui existe, son architecture et tout ça. Vous allez voir, ça va être plein l'écran. Sauf que, comme vous le savez, il y a des choses qui ont été démolies, des choses qui ont disparu, et nous sommes obligés de retourner vers des gravures, des photos et des maquettes, mais souvent ces photos et ces gravures sont tellement belles que c'est un complément fantastique au cours. Maintenant, en terminant, je vous mets en garde d'une chose. Je vais employer le mot agglomération montréalaise ou grande ville montréalaise ou ville de Montréal comme synonyme. Bien qu'en réalité, agglomération et ville ne sont pas des synonymes. Prenez, disons, l'île de Montréal. Dans l'île de Montréal, vous avez 29 villes. Et l'île de Montréal ne fait qu'une partie de l'agglomération. Mais pour éviter beaucoup d'éléments, disons, qui pourraient venir fastidieux, disons que agglomération montréalaise, grande ville de Montréal ou ville de Montréal, c'est pour nous synonyme.
Le cours est basé sur mon ouvrage Montréal en évolution, historique du développement de l'architecture et de l'environnement montréalais, qui est paru aux éditions Fidesz en 1974. Je vous présente la deuxième édition, parue en 1976, et cet ouvrage a été traduit en anglais sous le titre de Montreal in Evolution à McGill Queen's University Press en 1981. Alors, je vous recommande de lire cet ouvrage, non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais les critiques disent que c'est encore l'ouvrage le plus complet sur le sujet de l'évolution des formes urbaines et de l'architecture à Montréal. Mais pour prendre un bon bénéfice de la lecture de cet ouvrage, il faut lire des ouvrages généraux sur l'histoire de la ville et de l'architecture. Je vous présente quelques ouvrages généraux. D'abord, un premier, l'ouvrage de M. Leonardo Benevolo, paru en italien à l'origine, Storia della Città, et qui a été traduit, heureusement, en français, Histoire de la ville, et également en anglais, The History of the City, en 1980. L'iconographie est fort importante. Malheureusement, elle est moins riche dans l'édition française. Un classique qu'on doit lire absolument est l'ouvrage de Lewis Mumford, que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle The City in History, paru à New York en 1961, traduit heureusement encore en français, La cité à travers l'histoire. M. Mumford s'attache à montrer la relation entre le social et le culturel, et lui-même fait preuve d'une culture absolument phénoménale dans cet ouvrage qui est totalement passionnant. Un autre ouvrage intéressant d'un Anglais maintenant, il s'agit de M. Marc Giroir et qui a écrit cet ouvrage Cities and People, A Social and Architectural History, paru en 1985, traduit en français Des villes et des hommes, architecture et société. Intéressant cet ouvrage parce qu'il fait le lien entre le social et l'architecture et l'iconographie est particulièrement intéressante. Il y a un ouvrage qui permet de faire le lien entre cet héritage européen et ce qui s'est passé en Amérique. Il s'agit de l'ouvrage de M. John W. Reps, The Making of Urban America, qui a été publié en 1965. La forme de l'ouvrage vous permet de voir qu'il y a beaucoup de cartes et heureusement encore là traduit en français sous le titre La ville américaine, mais malheureusement il y a beaucoup moins d'iconographie, de cartes dans cette édition française. Pour ce qui est de l'architecture, des ouvrages généraux, là, vous avez vraiment le choix. Il y a d'excellents ouvrages généraux sur l'histoire de l'architecture, mais je vais vous recommander un ouvrage que j'affectionne personnellement. Il s'agit de celui de Nikolaus Pevsner. En anglais, c'est The Outline of European Architecture. Ça a été publié en 1943. Ça peut vous paraître un peu ancien, non, parce que depuis 1943, il y a eu plusieurs autres éditions et mises à jour, mais surtout, c'est traduit en français et ça a paru dans le livre de poche sous le titre Le génie de l'architecture européenne. C'est deux petits tomes. Il s'agit d'une synthèse absolument, disons, passionnante. Je vous encourage, disons, à lire ça. Et pour faire le lien entre l'architecture en Europe et ce qui va se passer ici au Québec, à Montréal, il faut lire cet ouvrage d'un compatriote anglophone, M. Alan Gowans. Et son titre, c'est An Architectural History of Canadian Life, paru en 1966. Malheureusement, il n'y a pas de traduction de cet ouvrage. Maintenant, si mon ouvrage Montréal en évolution a été le premier travail du genre, le premier ouvrage du genre sur l'évolution des formes urbaines et de l'architecture, depuis lors, il y a paru de nombreux livres et articles très très bien faits sur Montréal. J'en donne une bibliographie assez exhaustive dans Montréal en évolution et de même dans le guide pédagogique, vous avez les principaux titres. Mais je vais vous conseiller quelque chose. Une bonne source d'information, c'est notre collègue Guy Pinard. Alors, Guy Pinard, vous le connaissez sûrement. Il s'agit d'un journaliste de la presse qui, en 1985, a décidé de partir une chronique sur Montréal, son histoire, son architecture, en prévision du 350e anniversaire de la ville en 1992. Alors, ces chroniques-là sont parues depuis sous forme d'ouvrage. Actuellement, il y a
4 livres qui ont été produits. Il y en a un 5e qui s'en vient. Et ceci est très, très bien fait, dans le sens qu'en lisant M. Pinard, on se rend compte que la rigueur, la recherche, ce n'est pas uniquement le monopole des universités. M. Pinard fait une œuvre remarquable et ça s'utilise un peu comme un dictionnaire. Disons, par hypothèse, vous voulez connaître quelque chose sur l'ancienne douane de Montréal, vous allez dans l'index, vous repérez l'article et là, vous avez un article très recherché, très rigoureux et qui vous donne l'essentiel, même jusqu'à l'esthétique de l'architecture. Donc, merci à Guy Pinard et je vous engage à consulter ses ouvrages. Les rapides de la Chine font partie actuellement d'un environnement naturel familier. D'un côté, c'est un attrait touristique important. De l'autre, il constitue évidemment un atout pour les activités de plein air. Mais au début de la colonie, leur signification est de loin plus importante. Les aborigènes, d'ailleurs, avaient donné à l'île de Montréal le nom de Tiohtià:ke, ce qui veut dire l'île entre les rapides. Alors pour eux, ce qui caractérisait l'île de Montréal, ce n'est pas la présence du Saint-Laurent, ce n'est pas la présence du Mont-Royal, mais le fait que le Saint-Laurent et la rivière des Prairies, ces rivières qui bordent Montréal, avaient leur cours d'eau perturbé par des rapides. Ça se comprend parce que à l'époque, pour pénétrer à l'intérieur du continent, c'est le réseau fluvial, le réseau de rivières qui est le plus utile. Et Montréal, c'est la plaque tournante, c'est le carrefour entre le Saint-Laurent supérieur et le Saint-Laurent inférieur, entre la rivière des Outaouais et le Richelieu. C'est plus qu'un carrefour. À l'île de Montréal, les gens étaient obligés de s'arrêter, obligés de marcher pour contourner les rapides. Donc, c'était un lieu d'arrêt. Tout le destin de la ville de Montréal réside dans ce fait et les rapides de la Chine, parce qu'ils obligeaient les personnes et les marchandises à s'arrêter à l'île de Montréal, vont contribuer d'une façon très significative à la prospérité de la ville jusqu'au 20e siècle. Si on jette un coup d'œil sur une carte de l'Amérique du Nord, on peut observer que le fleuve Saint-Laurent constitue la plus importante voie de pénétration à l'intérieur du continent. Il coule entre le bouclier canadien qui occupe une grande partie du nord canadien et les Appalaches, cette chaîne de montagnes qui commence dans la péninsule caspédienne et qui descend presque jusqu'au Texas. Et au centre, il y a les fameux Grands Lacs qu'on peut considérer comme l'équivalent de la Méditerranée pour notre continent. Alors, cet accès vers l'intérieur du continent va expliquer l'intérêt que les Européens vont porter au fleuve. Il faut se rappeler que la mission que le roi François Ier confie à Cartier n'est pas tellement de découvrir le Canada, mais de ramener de l'or. Ces monarchies de l'époque étaient avides de trésors, un peu comme le sont nos gouvernements actuels. Il y avait le modèle de l'Espagne qui avait sorti tellement d'or et tellement d'argent du Mexique et du Pérou qu'on disait qu'il pouvait faire un pont de métaux précieux au-dessus du Ponant, au-dessus de l'Atlantique, et on souhaitait trouver ces riches choses dans l'Ouest. Alors, on ne savait pas qu'est-ce qu'il se trouvait, et on se disait, à défaut de trouver de l'or, on va peut-être trouver le fameux passage vers l'Asie, vers la Chine, ou qu'on appelait Cathay. Alors, Jacques Cartier a cru avoir trouvé le fameux passage lors de son deuxième voyage en 1535. Et là, il va s'arrêter à Hochelaga. Hochelaga était une ville fortifiée iroquoise qui se trouvait sur l'île de Montréal. Et le 2 octobre, il s'arrête à Hochelaga. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas aller plus loin à cause des rapides qu'on va appeler plus tard les rapides de la Chine. Là, il va découvrir le Mont-Royal. Il va d'ailleurs lui donner son nom, le Mont-Royal. Il va monter sur le Mont-Royal. Il va jeter un coup d'œil sur la plaine, il va trouver que c'est une plaine totalement magnifique et son espoir de se rendre en Chine va s'arrêter là. Donc, Jacques Cartier, on dit qu'il a des découvertes du Canada, mais il a découvert surtout cette fameuse porte de pénétration à l'intérieur du continent. Si on revient à notre carte,
Il y a 4 portes importantes qui permettaient, ou qui permettent toujours, de pénétrer à l'intérieur du continent. D'abord, la baie d'Hudson, au nord. Évidemment, elle est immense, sauf qu'elle a l'inconvénient de geler durant l'hiver et elle va être fréquentée surtout par les Britanniques. La plus importante, le Saint-Laurent, nous allons y revenir. Une petite porte, que vous la voyez là, l'Hudson, le fleuve Hudson, qui débouche à New York, elle ne présentait pas tellement d'importance, mais jusqu'en 1825. À partir de 1825, on fait un canal appelé le canal Erie, qui relie le grand lac Erie avec des affluents de la Moura et qui donne à l'Hudson et qui fait que cette petite porte permet de pénétrer rapidement vers les Grands Lacs, beaucoup plus rapidement que la porte du Saint-Laurent. Et enfin, dernière porte, le golfe du Mexique, qui permettait de remonter le continent par le Mississippi, mais cette porte-là était quand même un peu loin de la France et de l'Angleterre. Alors, quels sont les avantages du Saint-Laurent? Évidemment, le Saint-Laurent donne accès à l'Atlantique. Il draine tout le bouclier canadien, donc permet de pénétrer à l'intérieur du bouclier canadien par des rivières et d'aller chercher les richesses du bouclier canadien. On peut se rendre jusque dans les Grands Lacs. Et rendu dans les Grands Lacs, on prend la rivière Ohio et là, on peut communiquer jusqu'au Mississippi et enfin au golfe du Mexique. Et si on revient à l'île montréalaise, en aval, à peu près à 60 km, il y a la rivière Richelieu, que vous connaissez, appelée à l'époque la rivière des Iroquois, qui communique avec le lac Champlain en passant à travers le massif des Adirondacks, communique avec la Moa et par la suite le fleuve Hudson. Et cela permettait de se rendre à Manhattan, qui est devenue, comme vous le savez, la ville de New York. Alors, l'importance économique des Grands Lacs, on ne peut pas la nier. Regardez aujourd'hui la quantité de bonnes et grosses villes industrielles que vous avez autour des Grands Lacs. J'en nomme quelques-unes: Kingston, Toronto, Rochester, Buffalo, Cleveland, Windsor, Milwaukee, Détroit, Chicago. C'est le cœur industriel du continent, c'est une mégalopole. Et les Français vont faire leur empire sur l'axe Saint-Laurent avec les Grands Lacs et le Mississippi. Pendant ce temps-là, les Hollandais et les Britanniques, eux, vont coloniser la côte atlantique. Alors, évidemment, la côte atlantique, c'est un territoire qui est superbe, mais il y avait l'inconvénient d'être bloqué par les Appalaches de l'intérieur du continent. Ça demeure quand même un espace économique absolument important. Remarquez actuellement les villes qu'il y a le long de la côte atlantique, parmi les principales, Boston, New York, Philadelphie, Baltimore, Washington. Voilà aussi une mégalopole importante. Donc, Montréal, vous voyez, est située actuellement en 2 mégalopoles, et à l'époque, elle était située en 2 territoires potentiellement, disons, très forts au point de vue économique. Et la grande peur des Britanniques, ça va être d'être confinés sur la côte atlantique, et ils vont détester le fait que les Français vont s'orienter vers l'intérieur du continent. La clé de cette pénétration du Saint-Laurent vers le cœur du continent, c'est l'île de Montréal. Et dans mon ouvrage, Montréal en ébullition, j'ai parlé de l'île de Montréal comme la clé de l'Ouest. Pourquoi? C'est que sa situation géographique est absolument exceptionnelle. L'île se trouve d'abord sur l'axe du Saint-Laurent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la route qui mène d'un côté vers l'Atlantique et de l'autre vers les Grands Lacs. Donc, c'est la voie royale de pénétration. À l'ouest immédiatement de l'île montréalaise, vous avez l'Outaouais. L'Outaouais, aujourd'hui, c'est une région de loisirs, sauf qu'à l'époque, l'Outaouais présentait un raccourci fort important pour rejoindre les Grands Lacs, notamment le lac Huron, grâce à la rivière Mattawa, au lac Nipissing et à la rivière des Français, ce qui permettait de raccourcir d'une façon considérable les voyages pour se rendre au cœur du continent. Et enfin, en aval de Montréal, on vient d'en parler, le Richelieu, qui communique avec le lac Champlain, la rivière Mohawk et le fleuve Hudson, permettait de se rendre sur la côte atlantique et d'aller rejoindre la Nouvelle-Amsterdam, Manhattan, aujourd'hui New York. Ceci va montrer l'intérêt que les messieurs et les dames de la Société Notre-Dame de Montréal vont porter à l'île montréalaise. Un intérêt qui va être tel qu'ils vont acheter toute l'île. Pourquoi? Parce que ce groupe de dévots voulait évangéliser les Indiens et Montréal servait de carrefour pour les tribus indiennes. On a parlé d'une quarantaine de tribus indiennes qui utilisaient régulièrement les voies d'eau et qui se retrouvaient à Montréal. Et Maisonneuve, qui va être leur entrepreneur, va venir spécialement sur l'île pour les rencontrer et établir une nouvelle société. Ça sera l'objet du cours de l'émission de la semaine prochaine.
Et je reviens à mon propos de tout à l'heure. Montréal, c'est quoi? C'est Tiohtià:ke. Montréal, c'est l'île entre les rapides. Et c'est ça vraiment qui va donner le caractère de Montréal, ce lieu de transition, ce lieu d'entrepôt. Pourquoi? Parce que les rapides de la Chine empêchaient toute continuation de voyage vers les Grands Lacs. À Montréal, les personnes n'avaient plus de choix que de débarquer et de faire du portage, soit à pied ou soit encore par des petites rivières, comme nous verrons lors de la prochaine émission avec la rivière Saint-Pierre ou encore le lac aux Loutres, pour se rendre davantage à l'intérieur, mais il fallait s'arrêter. Évidemment, aujourd'hui, on s'en rend moins compte avec la voie maritime du Saint-Laurent qui a été inaugurée en 1959, mais jusqu'à 1959, les navires de mer s'arrêtaient à Montréal pour transborder les marchandises dans les navires de fleuve. Les navires de fleuve prenaient le canal de la Chine pour se rendre jusqu'au Grand Lac. Donc, Montréal, foncièrement, c'est un port. Et ça sera un des grands ports importants du monde. On a dit que pendant certaines années, ça a été le port important intérieur le plus important du monde, le deuxième port après New York. Et lorsqu'on parle de port, on parle d'entrepôt, et ceci est très visible dans l'environnement. Rappelez-vous les élévateurs à grains. Et lorsqu'on parle d'arrêt, on parle de carrefour. Lorsqu'on parle de carrefour, on parle de gens, d'immigrants qui arrêtaient à Montréal pour se redistribuer par la suite sur le continent. Donc, ce n'est pas uniquement des marchandises, ce n'est pas uniquement des personnes, mais c'est aussi des idées. Et Montréal va être un lieu de bouillonnement d'idées, va être un lieu de rencontre d'influences. Et vous allez voir que ces influences, ces idées vont se répercuter sur l'environnement, vont se répercuter sur les formes urbaines. Montréal, ville française, Montréal qui reçoit les influences françaises, les influences britanniques, les influences américaines et maintenant les influences québécoises. Tout ça va se revoir, va se répercuter sur les formes urbaines et sur l'architecture. La fortune de Montréal ne saurait se concevoir sans les qualités exceptionnelles de son site et de sa position. Le site, à l'échelle locale, c'est bien sûr l'île, c'est la montagne avec les terrasses accrochées à ses flancs, c'est surtout les rapides de la Chine qui font de Montréal le terme de la navigation océanique, un point de transbordement, un portage inévitable. Montréal-Ville-Port, Montréal-Ville-Pont. Mais ces qualités de site n'ont pris toute leur valeur qu'en vertu d'une situation exceptionnelle. Au centre d'une plaine fertile, Montréal est un carrefour de voies de circulation. Venant de l'océan, les navires y abordent, faisant de Montréal une grande porte océane de l'Amérique du Nord. Il y a la coulée vers l'Hudson et New York. Vers l'ouest, l'Outaouais et le Haut-Saint-Laurent font de Montréal le tremplin de la conquête de l'Ouest, de la conquête des fourrures. À l'époque actuelle, cette position a toujours conservé sa remarquable permanence. Et nous, étant sur la dite montagne, eûmes vu et connaissance de plus de 30 lieues à l'environ d'Issel, dont il y a vers le nord une rangée de montagnes qui sont est en ouest gisantes et autant de vers le sud, entre lesquelles montagne est la terre la plus belle qui soit possible de voir, labourable, unie et pleine. Et par le milieu des dites terres, voyons le dit fleuve. On devrait toujours commencer l'observation et l'étude d'une ville à partir des hauteurs. Les Montréalais, dans ce sens, sont chanceux parce qu'ils ont au cœur de leur agglomération une colline, le Mont-Royal que vous connaissez, qui offre plusieurs lieux d'observation. Un de ces observatoires est situé devant le pavillon principal de l'Université de Montréal, là où je me trouve actuellement. Ce qui frappe en premier lieu lorsqu'on regarde cette plaine, cette grande plaine, c'est son immensité. Elle est bornée au nord par la chaîne des Laurentides, cette plateforme qu'on voit comme un trait bleuté, qui fait partie, comme vous le savez, du bouclier canadien, lequel couvre tout le reste du Québec et une grande partie du Canada. Si on fait le tour de la montagne pour se rendre, disons, à l'observatoire du Chalet de la Montagne, on a une vue analogue, une très grande plaine bornée par les Appalaches, un autre trait bleuté
lesquels Appalaches couvrent la péninsule de la Gaspésie, toutes les provinces maritimes et la côte est américaine jusqu'au Texas. Alors, dans ce sens, la plaine de Montréal fait partie de la grande plaine du Saint-Laurent qui commence en aval de Québec, près de l'île d'Orléans, s'élargit, elle a cette largeur-là ici à Montréal, et va se fondre dans la région des Grands Lacs, dans la grande plaine continentale. La plaine montréalaise est parsemée de collines. Ce sont du côté nord Oka, Rigaud. Du côté sud, les Montérégiennes, c'est Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Rougemont, Yamaska, Johnson. Et évidemment, le Mont-Royal sous lequel je me trouve actuellement, qui est la Montérégienne la plus connue, la plus célèbre. Elle donne d'ailleurs le mot Montérégienne et elle est au cœur de l'identité de la ville de Montréal. La grande plaine montréalaise va jouer un rôle important dans le développement de l'agglomération urbaine et de ses principales caractéristiques physiques. Et ça, dès la période pré-industrielle. Durant la période pré-industrielle, le développement urbain est très lié à la capacité de production de surplus de nourriture des terres agricoles de la plaine et à la capacité de transporter ces surplus à la ville. La Grande Plaine de Montréal offrait à l'occupation humaine des conditions très favorables et tous les géographes s'entendent sur ce point. D'abord, elle présente une très grande fertilité. Vous savez que les sols de la plaine de Montréal sont parmi les plus fertiles de l'Est du Canada. Elle présente une topographie naturelle presque sans obstacles et comme corollaire, une série de voies d'eau qui facilitaient les communications. Ces caractéristiques de la plaine sont dues à sa formation géomorphologique et géologique. Quelle est cette formation? D'abord, à l'ère primaire, tout l'est du continent est sous la mer qui dépose des sédiments. Et ces fameux sédiments déposés au fond de la mer vont former graduellement le sous-sol calcaire de Montréal. Cette période va durer entre 380 et 450 millions d'années. À la fin de cette ère primaire, vous avez une intrusion du magma. Vous savez, cette fusion à l'intérieur de la Terre, cette matière va monter et va créer des montérégiennes. On dit que le Mont-Royal est un ancien volcan. C'est plus ou moins vrai. C'est beaucoup plus une boursouflure, une pénétration du magma à la surface sédimentaire de la croûte terrestre. Alors, nos montérégiennes proviennent de cette formation. À l'ère secondaire et tertiaire, la mer se retire, le continent se relève, et là, vous avez une érosion aérienne. Évidemment, l'érosion, ça nivelle lentement, mais ça dure quand même 250 millions d'années. Arrive l'ère quaternaire. Là, les choses deviennent plus dramatiques. Vous avez 4 invasions glaciaires, et on a pu estimer que l'épaisseur de la glace au-dessus de Montréal était environ 1000 mètres. Alors, vous vous rendez compte qu'une telle épaisseur de glace va niveler presque tout le territoire, à l'exception, évidemment, des roches dures, donc des montérégiennes. Malgré tout, ils vont avoir quand même des profils plutôt adoucis grâce à cet effet-là de nivellement. La mer Champlain va revenir parce que ces glaces-là vont faire affaisser le continent. La mer revient, on lui donne le nom de mer Champlain, et elle va déposer des dépôts détritiques qui vont à la fois annoyer le relief, dans ce sens le rendre de plus en plus égal, mais ces dépôts-là étaient des dépôts très fertiles et vont constituer d'ailleurs l'argile qu'on va utiliser par la suite pour faire de la brique. On peut d'ailleurs voir sur une carte topographique de la topographie naturelle de Montréal cette espèce de lieu très, très plat. D'ailleurs, les couleurs les plus foncées représentent des hauteurs supérieures à 90 mètres. Et on peut distinguer de gauche à droite les massifs de Rigaud, de Oka, par la suite les Montérégiennes, le Mont-Royal que vous connaissez, le Mont Saint-Bruno et les monts Saint-Hilaire et Rougemont. Le fleuve et les Grands Lacs sont les résidus du passage de la mer Champlain. Alors, vous voyez, c'est relativement récent. D'ailleurs, on dit que notre fleuve, le fleuve Saint-Laurent, est un jeune fleuve. Le profil que nous lui connaissons actuellement, il l'aurait acquis plus ou moins dans le temps de Christophe Colomb, donc à peu près 500 ans. Maintenant, la plaine va offrir aussi des conditions climatiques très favorables à l'occupation humaine. Bien qu'on peut à l'occasion, disons, penser autrement, le climat est relativement bon
à Montréal, donc plus que 140 jours sans gelée. Ceci peut paraître très peu, mais si vous regardez sur la carte à l'écran, vous voyez qu'il y a des régions où il y a moins de 80 jours sans gelée. Donc 140 jours sans gelée et plus, c'était très favorable à la croissance des végétaux. Très favorable également à la croissance des végétaux, des étés très chauds. Vous savez que les mois de juin, juillet et août présentent des températures de plus de 18 degrés Celsius et surtout plus de 50% d'insolation. Donc, encore là, pour l'agriculture, c'était difficile de demander mieux, du moins au Québec. Même chose concernant les précipitations. Nous avons des précipitations qui sont très régulières grâce aux vents dominants qui viennent de l'est ou de l'ouest et qui apportent l'humidité du golfe du Mexique ou encore de l'Atlantique. Donc, des précipitations entre 7 et 10 cm, sauf au mois d'avril où il semblerait qu'il pleut un peu moins. Enfin, l'île est située entre le 45-25 et 45-40 degrés de latitude nord. On dit toujours que nous sommes, nous, Québécois ou Montréalais, membres d'une société nordique, mais n'oubliez pas que 45-25, 45-40, c'est à la hauteur de Bordeaux, à la hauteur de Milan, à la hauteur de Venise. Alors, on voit là la raison pour laquelle nous avons quand même, comparé très souvent à l'Europe du Nord, beaucoup plus de soleil. Mais il demeure que c'est un climat continentale. La moyenne de la neige, l'épaisseur de la neige chaque année qui tombe, c'est de 2 mètres. Évidemment, il semblerait qu'il en tombe de moins en moins, mais il demeure, du moins on dit que parmi les grandes villes au monde, il y a 2 villes qui reçoivent plus de neige que d'autres. C'est Saint-Pétersbourg en Russie et Montréal au Québec. Il demeure que la neige présente des avantages ou des inconvénients, mais pour l'agriculture, elle a l'avantage d'assurer une protection des sols contre les grands froids. Alors, quelles vont être les conséquences de cette formation géomorphologique et géologique et également du climat sur la ville, ses formes urbaines et l'architecture? D'abord, en premier lieu, une solide communauté agricole va investir la plaine. Montréal va être avant tout, à l'ère pré-industrielle, une communauté agricole. Cette occupation rurale va avoir des répercussions sur l'orientation et les structures du développement urbain. Et nous allons voir lors de la prochaine émission qu'à la fois la régularité et l'irrégularité de la grille de rue est due à l'occupation rurale. Troisièmement, ces ruraux qui vont se trouver dans la plaine, rendus à la période industrielle, ils vont déclencher l'urbanisation, tout simplement parce qu'attirés par l'industrie, ils vont aller vers Montréal et vont créer ce phénomène d'urbanisation, et même ils vont aller jusqu'à créer le type d'industrie que nous connaissons parce que, et nous verrons ça un peu plus tard, ces gens-là étaient des gens éduqués, mais peut-être pas très instruits d'un point de vue technique et vont investir les industries qu'on appelle de production de biens de consommation courante. Quatrièmement, dû à la formation géomorphologique et géologique, les matériaux de construction de la ville jusqu'au début du 20e siècle, on va les prendre immédiatement sur le sol et dans le sol. Le bois de charpente, il provient des pins, des chênes que nous avions dans la région montréalaise. Notre fameuse pierre grise, là, vous connaissez cette pierre qui est un peu triste, bleutée, avec quelques impuretés, c'est le calcaire de Trenton et de Chazy qui était déposé sous forme de limon lors de la période primaire et qui est devenu calcaire par la suite. Notre fameuse brique rouge qui caractérise beaucoup les quartiers populaires, c'est quoi? C'est l'argile déposée par la mer Champlain. Et comme cette argile est riche en fer, elle donne une brique caractéristique de Montréal et qui est rouge. Si on s'attache maintenant à la topographie naturelle de l'île de Montréal, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, l'élément dominant, c'est le Mont-Royal. Je vous rappelle que le Mont-Royal est une intrusion du magma intérieur de la Terre qui se fait à la fin de la période primaire à travers la carapace sédimentaire. Et après le passage des glaciers, il reste malgré tout 3
sommets. Vous les connaissez, le sommet du Mont-Royal lui-même qui est situé du côté de l'avenue du Parc aujourd'hui, le sommet de Outremont où se trouve l'Université de Montréal et le sommet de Westmount. On a pris l'habitude de qualifier le Mont-Royal de montagne. Entre moi et vous, c'est plus une colline qu'une montagne. Le sommet le plus haut à 234 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans le sens longitudinal de l'île, ce qui est important de retenir, c'est que de part et d'autre du Mont-Royal, c'est des plateaux. Du côté de l'Est, d'ailleurs, ça porte actuellement le nom de plateau Mont-Royal. Du côté de l'Ouest, ce sont les quartiers actuels de Notre-Dame-de-Grâce et de Côte-des-Neiges. Donc, relativement plat, avec une hauteur moyenne de 60 mètres. Mais rendu aux extrémités, ça baisse vers 5 et 7 mètres. Donc, à la Longue Pointe à l'Est, comme à Sainte-Anne-de-Bellevue à l'Ouest, on descend, mais toujours 5 et 7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans le sens transversal, ça veut dire du Mont-Royal vers le fleuve. Là, c'est beaucoup plus dramatique. On passe par 2 gradins ou 2 terrasses successives, des gradins successifs et des terrasses successives. Alors, la première terrasse, la terrasse qu'on appelle de la rue Sherbrooke. Pourquoi la terrasse Sherbrooke ou de la rue Sherbrooke? C'est parce que la rue Sherbrooke en suit l'arête à partir de Montréal-Ouest jusqu'au parc de Maisonneuve. On peut voir ça très clairement à l'écran. La hauteur moyenne est de 45 mètres et si vous vous promenez le long de la rue Sherbrooke, vous pouvez voir dans les enfilades de rue que ça descend et qu'il y a une deuxième terrasse qu'on appelle tout simplement la deuxième terrasse. Cette deuxième terrasse, elle est très importante parce que c'est là que le premier Montréal, le premier Ville-Marie va débuter. Et regardez bien sur la carte, vous voyez à une hauteur à peu près moyenne de 25 mètres, là, un plateau qui est traversé par des rivières. Venant de l'ouest, dans la direction représentée actuellement par le canal de la Chine, il y avait une rivière qui prenait sa source dans un lac appelé lac aux Loutres, et cette rivière, appelée Saint-Pierre, descendait pour venir se jeter dans le Saint-Laurent, à l'endroit où se trouve actuellement la place Diouville. Je vous informe que sur la carte que vous voyez à l'écran, la grosseur des rivières a été exagérée de façon à les rendre plus visibles, mais il s'agissait de très petites rivières. Et vous voyez une autre rivière qui passe derrière ce qu'on appelle le coteau Saint-Louis, qui était le premier nom, si vous voulez, pour indiquer ce qu'on appelle aujourd'hui le Vieux-Montréal, laquelle rivière passe à peu près à l'endroit où se trouve aujourd'hui la rue Saint-Antoine. Et elle se trouve à délimiter un coteau sur lequel nous allons revenir, qu'on a appelé le coteau Saint-Louis, et on a représenté sur la carte une des fortifications. C'est l'endroit où s'est trouvée Ville-Marie, la ville fortifiée du régime français. Alors, nous allons revenir tout à l'heure sur ces établissements-là, mais pour le moment, ce qui est important de retenir, c'est que la situation géographique de Montréal, la clé de l'Ouest, l'archipel qui est la clé de toute la pénétration du Saint-Laurent à l'intérieur du continent, avec l'Outaouais, avec le Richelieu, et le site montréalais, cette plaine magnifique, très fertile, accommodante, un bon climat, ceci va créer des conditions d'occupation humaine qui vont donner par la suite à la fois, disons, l'importance que Montréal va prendre par rapport à d'autres villes au Canada, et à la fois les caractéristiques physiques des formes urbaines et les caractéristiques même de l'architecture, comme nous allons le voir tout au long du cours. Ce lieu-là surpasse encore tous les autres en beauté, car les îles qui se rencontrent dans l'embouchure de ces deux fleuves sont autant de grandes et de belles prairies, les unes en long, les autres en rond, ou autant de jardins faits à plaisir, tant pour les fruits qui s'y rencontrent que pour la forme et l'artifice dont la nature les a préparés, avec tous les agréments que les peintres peuvent représenter dans leurs paysages. On a vu que Jacques Cartier vient à Hochelaga, donc à l'île de Montréal, le 2 octobre 1535. Il est très déçu parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas aller plus loin à cause des rapides que nous appelons maintenant rapides de la Chine.
Le lendemain, le 3 octobre 1535, il est invité par les Iroquois à visiter la ville de Hochelaga. Où se trouvait Hochelaga? Selon les fouilles qui ont été faites, il semblerait que ce village fortifié se trouvait au sud de la rue Sherbrooke actuelle, à peu près en face du campus de l'université McGill. Nous avons un croquis qui est célèbre dans le monde, qui a été fait de ce village fortifié par M. Giovanni Battista Ramuzio en 1556. Évidemment, M. Ramuzio n'a pas vu Hochelaga. Il se base sur une description qu'en a fait Jacques Cartier dans sa première relation. Ce croquis, vous l'avez à l'écran, vous voyez une palissade qui est ronde et qui est présentée ici en couleur ocre. À l'intérieur de cette palissade ronde, vous avez des cabanes, une cinquantaine de cabanes qui sont de couleur bleue. Il faut se rappeler que les Iroquois vivaient dans des cabanes communautaires. Il y avait environ une vingtaine de personnes dans ces cabanes qui étaient recouvertes d'écorce. Donc, on peut imaginer que la ville d'Hochelaga était un village d'environ 1000 habitants, ce qui est quand même, disons, considérable. C'est un village qui pouvait, disons, se comparer à l'époque avec les bonnes petites villes européennes. Et enfin, au centre, carré, la place qui est de couleur jaune. Et Jacques Cartier écrit bien que c'est une place qui est au centre du village et qu'elle est carrée. Champlain visite le site de Montréal à 1611 et là ne trouve plus aucune trace d'Hochelaga. Alors il y a deux possibilités, soit que les Iroquois, qui étaient des personnes sédentaires, mais qui faisaient ce qu'on appelle du nomadisme cyclique, dans le sens qu'ils s'installaient sur un territoire, et lorsqu'ils avaient épuisé le territoire parce qu'ils pratiquaient une agriculture rudimentaire, ils se déplaçaient vers un autre territoire. C'est une hypothèse. Ou encore, ils se chamaillaient tellement entre tribus qu'il est probable ou possible qu'Hochelaga a disparu à cause d'une guerre tribale. Quoi qu'il en soit, Champlain ne trouve plus de traces d'Hochelaga et Champlain vient créer un centre de commerce à Montréal. D'abord, qui est Champlain? Champlain est un entrepreneur. Il est à la solde d'hommes d'affaires de Rouen. Et ces hommes d'affaires ont un monopole des commerces des fourrures dans le territoire du Canada et ils veulent que Champlain établisse des centres de traite. Champlain, c'est un grand explorateur, c'est un cartographe, c'est un géographe. Il va produire un inventaire géographique de l'Acadie, du Saint-Laurent, des Grands Lacs absolument remarquable. À l'époque, il n'avait pas de satellite pour pouvoir tracer ses plans. Et croyez-moi, lorsque vous regardez des cartes de M. de Champlain, on a l'impression que c'est presque des cartes contemporaines. Et Champlain va aller plus loin, il va produire une somme ethnographique des Indiens, encore là, remarquable. Donc, c'est un grand personnage. Ce Champlain essaie d'abord d'établir ses postes de traite sur la côte est américaine, à Sainte-Croix en 1604, à Port-Royal en 1605. Sainte-Croix et Port-Royal, c'est sur la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse. Et là, il s'aperçoit qu'à la fois, ces postes de traite sont difficiles à défendre, ils sont ouverts sur l'Atlantique, cette mer qu'on appelait la mer ténébreuse, et à la fois, le plus grand inconvénient, c'est qu'ils sont coupés du centre du continent par les fameuses Appalaches. Alors là, il conseille à ses patrons d'aller établir leur poste de traite dans le Saint-Laurent. Et c'est là l'origine de l'Empire français. M. Champlain a très bien compris que cette grande pénétration permettait d'aller rejoindre tous les territoires des fourrures et d'amener les fourrures vers l'Europe. Et marquez bien, lorsqu'ils fondent Québec, ils ne fondent pas Québec n'importe où. Ils fondent Québec à un endroit où le fleuve est moins large et rétréci. D'ailleurs, le mot Québec veut dire resserrement de rivière. Donc, il s'arrange pour faire du Saint-Laurent l'empire des Français, mais il n'est pas bête, il s'aperçoit que c'est à Montréal qu'arrivent les tribus, et Montréal, c'est un carrefour. Alors, il vient fonder un comptoir de traite à Montréal. Quel endroit va-t-il choisir? Et ça, c'est intéressant. Il se rend à un endroit qu'il qualifie lui-même ou qu'il nomme Place Royale en 1611, qui correspond plus ou moins à notre Pointe-à-Calière dont nous venons de parler. Ça veut dire cette rencontre entre la rivière Saint-Pierre et le fleuve Saint-Laurent, ce qui correspond aujourd'hui entre la rue de la Commune et la place Nouvelle. C'est là qu'est construit actuellement le centre archéologique et d'histoire de Montréal. Vous voyez, c'est très, très symbolique. Et là, Champlain fait des expériences pour voir s'il y a des inondations ou pas. Mais pourquoi a-t-il choisi ça? C'est tout simplement parce que l'endroit peut se défendre
défendre mieux à cause de la rencontre des deux rivières. Et deuxièmement, c'est toujours la même problématique, la rivière Saint-Pierre permettait de pénétrer à l'intérieur de l'île et de faire un portage moins long parce qu'on suivait la rivière Saint-Pierre et par la suite le lac aux Loutres et par la suite le portage à pied. Donc toujours le problème de contourner les rapides de la Chine. Alors, Maisonneuve, ce qui arrive en 1642 avec ses 40 colons, choisit exactement le même lieu. Mais à ce moment-là, l'île de Montréal tout entière appartient à la Société de messieurs et dames de Notre-Dame de Montréal. Alors, ce sont des dévots. Certains étaient très riches, certains étaient même dans la cour de France, mais qui étaient très influencés par la contre-réforme et qui voulaient convertir les sauvages à la civilisation française et à la vie chrétienne. Et qui achète cette île-là en disant qu'il ne peut pas avoir de meilleur endroit dans tout ce lieu pour aller apporter la bonne nouvelle chrétienne que l'île de Montréal, parce que c'est un carrefour. Et c'est là que se fait le premier établissement à la Pointe-à-Calière. Nous avons heureusement un plan. À ma connaissance, c'est le plus ancien plan de Montréal, 1647, Jean Bourdon. Remarquez les caractéristiques. Vous avez une espèce d'axe entre la porte de l'endroit et la maison du gouverneur. La maison du gouverneur, c'est la maison de Maisonneuve. Les maisons des colons sont de part et d'autre de cet axe. Vous avez une place d'armes qui est entourée par la chapelle et les magasins. Le magasin, c'est le lieu d'approvisionnement. Alors, est-ce que c'était vraiment comme ça? Est-ce que le croquis de Ramusio représente vraiment Hochelaga? À mon avis, c'était des façons conventionnelles de représenter les choses. Parce que quoi, nous sommes dans le classicisme en France à ce moment-là, et la conception qui se fait de l'espace, c'est une conception ordonnée. On a les axes, on a du formalisme. Nous allons revenir sur tous ces caractéristiques-là, mais retenez que le premier établissement reflète déjà une classe classique française.